votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité préside le groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, sénateur LR de Vendée. Il est aussi très engagé sur les questions de lutte contre la radicalisation et l'islamisme. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Sonia Mabrouk. Un rapport parlementaire tire la sonnette d'alarme sur la radicalisation islamiste dans les services publics. C'est un rapport de plus ou il peut vraiment provoquer un électrochoc ? Je ne suis pas sûr qu'il provoque un électrochoc, mais on est depuis longtemps avertis. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui ne voient rien. On a désormais des études qui sont extrêmement sérieuses. Je vais vous en citer deux. Par exemple, l'Institut Montaigne, qui montrait que 28% de nos compatriotes musulmans placent la loi religieuse au-dessus de la loi civile. C'est terrible parce que chez les jeunes, on atteint une proportion, tenez-vous bien, de 1 sur 2. De 50%. Une chercheuse qui s'appelle Anne Muxel a aussi des chiffres qui sont très voisins. Donc on a affaire à un phénomène qui est réel et qui s'étend. Et je pense que l'islamisme opère à la fois, a opéré de façon ultra-violente à travers le terrorisme, bien, mais il opère aussi de façon non violente pour, si j'ose dire, islamiser les esprits et analyser un certain nombre de territoires en France. Et pas seulement les grandes banlieues. Je vous rappelle quand même que dans le best-seller, si j'ose dire, politique de Jérôme Fourquet, sur l'archipélisation de la France, il décrit le quartier Ozanam, dans lequel, finalement, le fameux terroriste, vous savez, qui a tué dans l'attentat de Trèbes, le colonel Arnaud Beltrame vivait. En réalité, c'est pas une grande banlieue. D'abord, c'est tout près d'une très belle cité historique de Carcassonne. Et ce quartier, c'est seulement 2 petits immeubles de 4 étages. Vous vous rendez compte? Et une zone pavillonnaire. Il y a les quartiers, il y a les régions et puis il y a les secteurs. Dans ce rapport, justement, ce qui est frappant, c'est que peu de secteurs sont épargnés. Transport, aéroport, université, prison, associations sportives. Ça ne vous surprend pas? Ça ne me surprend absolument pas. Encore une fois, il y a une modalité hyper violente. Évidemment, je ne l'amalgame pas avec l'autre modalité, mais on a une idéologie, j'appellerais islamiste fréro-salafiste, qui veut conquérir des positions sur le territoire. Et lorsque des militantes islamistes à Grenoble testent la République, la démocratie française, avec l'affaire du Burkini, on est sur une modalité évidemment paisible, tranquille, mais qui poursuit un objectif, à nouveau, de conquête et qui veut imposer à la France... Justement, est-ce qu'on réagit suffisamment, Bruno Retailleau, puisque vous prenez l'exemple du Burkini dans une piscine municipale à Grenoble, le gouvernement réagit par la voix de Marlène Schiappa. Vous estimez que cette réaction est à la hauteur du défi? Il a fallu, je crois, 2 jours pour que Marlène Schiappa, qui est pourtant le doigt sur la gâchette du tweet d'habitude pour dénoncer tel ou tel excès, elle a réagi très tardivement, elle a réagi très très mollement, évidemment. Pour ainsi dire, c'était une non-réaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Que plus largement l'exécutif, Emmanuel Macron, ne prend pas à bras-le-corps ce défi, ce danger islamiste? En tout cas, il y a chez Emmanuel Macron une ambiguïté qu'il doit lever. Il nous promet depuis 2 ans un discours sur la laïcité. Il a tenté, à un moment donné, cet objectif de modifier la loi 1905. La loi 1905, c'est en quelque sorte le code religieux de la France. Il est revenu en arrière. Et heureusement, et j'étais un des premiers il y a 1 an, à dénoncer dans ma famille politique cette tentative de vouloir, si j'ose dire, s'accommoder, ou plutôt accommoder la République à l'islam. Pour moi, le rôle de l'État, ça n'est pas de réformer l'islam. Le rôle de l'État, c'est de protéger la laïcité. Et pourtant, le président a ce projet de bâtir un islam de France. Est-ce que ça peut permettre quand même de lutter contre certaines dérives et d'éviter les coups de canif donnés à la laïcité? Pourquoi non tout de suite? Non, parce que vous connaissez les détails du projet? Ce qu'il en est. Nicolas Sarkozy s'était saisi du sujet. Il avait créé le CFCM, qui était une tentative d'organiser par le haut l'islam de France. Est-ce que cette tentative a eu la moindre conséquence pour nous prévenir des attentats? Certains disent même que les conséquences ont été négatives et contre-productives. Alors, moi je pense que le concept même d'islam de France est une erreur fondamentale. Je pense qu'encore une fois, ça n'est pas
à la République de s'adapter à l'islam. Je pense que c'est l'inverse. C'est à l'islam, comme l'a fait le catholicisme, et ça a été très difficile il y a un siècle, on doit demander à l'islam de s'adapter, évidemment, à notre République. Et je voudrais dire à nos auditeurs que quand on parle de la laïcité, la définition de la laïcité, la plus commune, c'est évidemment la neutralité de l'État, pour favoriser ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ou les différentes croyances. Mais il y a une autre définition, qui ne vaut pas pour l'État, mais qui vaut pour chaque citoyen. C'est que nul ne doit pouvoir s'appuyer sur sa croyance pour échapper à la loi commune. Bruno La loi commune mais on peut proposer une autre définition. La laïcité n'est pas le rejet des religions. Bien Au sûr, contraire, bien c'est sûr. pouvoir faire qu'elles vivent ensemble. Absolument. Et de manière dans le cadre privé. C'est la condition pour que les religions puissent s'épanouir. Et c'est aussi la condition, quand on est républicain, comme moi, et français, c'est la condition aussi pour que on puisse vivre dans une concorde civile. Sinon, vous savez, la prédiction de Gérard Collomb, vous savez, quand le ministre de l'Intérieur, désormais maire de Lyon, a quitté le ministère de l'Intérieur, il a fait une déclaration stupéfiante. Oui, il a dit, très écoutez, bien, mais voilà pour l'instant, on vit côte à côte, et demain, mais on que pourrait fait-on, vivre par exemple, face à si je face. reprends les préconisations de ce rapport, il est dit qu'il faut mettre en avant les nécessités d'un recrutement plus strict, d'alerter aux premiers signes de radicalisation dans les aéroports, dans les transports. C'est trop faible, c'est trop faible. Il faut prendre trop par les cornes. Moi, j'ai fait un certain nombre de propositions, une trentaine de propositions. Je pense, par exemple, que on doit s'appuyer sur les lois qui existent, notamment en matière de dérive sectaire. Je pense que le fréro-salafisme, ces idéologies totalitaires, profitent de la faiblesse, de la crédulité d'un certain nombre de personnes. Et la loi française est très très dure vis-à-vis justement de ces dérives sectaires. Nos auditeurs vous attendent à 3 ans de prison, elle condamne à plus de 300 000 euros d'amende. Vous vous rendez compte ? Ils vont vous interroger sur ce sujet. Vous avez beaucoup d'appels à venir avec Mathieu Béliard. Je veux être aussi dans la proposition. Je ne veux pas me contenter de dire ça va pas ou de dénoncer tel ou tel. Mais je voudrais vous faire réagir à un sujet important dans l'actualité. C'est une ville que vous connaissez bien, la ville de Nantes. Vous êtes conseiller régional des Pays de la Loire. Depuis samedi, on recherche un jeune homme disparu lors d'une soirée électro au cours de laquelle il y a une intervention policière musclée avec des jeunes gens tombés à l'eau puis finalement secourus. Mais ce jeune homme reste introuvable. La police des polices a été saisie. Que vous inspire une telle situation ? D'abord que la mort d'un homme, jeune ou pas jeune, ou d'une femme, c'est absolument un drame. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'au moment où je vous parle, il me semble, c'est qu'il n'y a pas eu de charge de police. Il y a eu une intervention, mais j'ai entendu et j'ai lu des informations qui, je trouve, sont excessives. Première chose. Et la deuxième chose, il n'y a pas pour l'instant, au moment où on en est de l'enquête, de lien établi entre l'intervention de la police et la noyade. Je veux simplement dire qu'il y a une enquête, donc on verra bien. Et si, évidemment, il y a quelque chose qui a été fait... Pour l'instant, le jeune homme reste introuvable. Il y a un appel à témoins. Arrêtons. Je trouve que très vite, et trop vite en France, on essaie d'accuser la police. Les policiers nous protègent. Bien sûr, Nantes reste une ville marquée par des violences de samedi en samedi, par l'épisode de Notre-Dame. Le climat est lourd entre les forces de l'ordre et certains citoyens. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Écoutez, je ne le nie d'autant moins que j'ai souvent rencontré ces policiers qui ont vécu une véritable guérilla urbaine, notamment au moment des zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Ça a souvent dégénéré et, croyez-moi, ils méritent notre admiration. Quand il y a une faute, bien sûr qu'il faut la sanctionner. Personne ne peut dire, au moment où je vous parle, il y a une enquête, laissons-la opérer. Personne ne peut dire qu'il y a eu faute. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces policiers. Mais s'il y a faute, elle doit être sanctionnée. Il y va de l'image de la police. Une police respectée, c'est une police qui sait reconnaître aussi ses erreurs. Je ne dis pas autre chose. Simplement, j'appelle les uns et les autres à ne pas généraliser. Parce que les Français peuvent être fiers de leurs policiers, de leurs gendarmes, de leurs forces de l'ordre. C'est eux qui sont les remparts de la République. Arrêtons une pente un peu trop naturelle qui consiste à les accuser. Voyons l'enquête, mais avant d'accuser ou de condamner quiconque, essayons de garder un peu de calme, de sérénité. Et encore une fois, croyez-moi, après les épisodes qu'on a connus pendant des mois et des mois, si on n'avait pas eu de policiers qui ont été blessés, beaucoup ont été blessés, il n'y a pas eu que des manifestants qui ont été blessés. Là aussi, il y a eu d'ailleurs des pépins auprès des forces de l'ordre. Donc je crois qu'il faut raison garder, le jeune homme reste introuvable. Il faut garder son sang-froid. Pour conclure, tout autre sujet, est-ce que vous savez quel livre vous allez emporter cet été avec vous ? Ah, pas encore, mais beaucoup. Si je vous dis ça, c'est que j'ai peut-être un conseil. Dites-moi, parce que oui, je sais pas s'il va vous inspirer. Je vois bien. On a la même éditrice, le même éditeur, les observateurs. Et bien justement, c'est un livre de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy intitulé Passion, dont on découvre les bonnes feuilles dans Le Point.
Il vous inspire ce livre? Ah, je l'ai pas lu, non, franchement, j'ai pas lu les bonnes feuilles pour l'instant. Je sais bien, mais peut-être un livre à prendre cet été. Je vais vous citer un extrait parmi d'autres. Tiens, un extrait sur François Fillon. Voici l'extrait de Nicolas Sarkozy. Je le trouvais sérieux, capable de fidélité. Je croyais le connaître. La suite montrera mon erreur. Il a raison de dire ça, Nicolas Sarkozy. Non, mais que puis-je rajouter? Vous qui connaissez bien François Fillon. Moi, j'ai des amitiés que je ne trahis pas. Je pense que justement, fidèle, la trahison, c'est ce dont il parle. Il faut être fidèle dans la vie. Et pourquoi est-ce qu'en politique, on ne pourrait pas avoir des amitiés, etc. Et je pense que la politique en Vous France, gardez et votre notamment amitié, à droite, la politique... amitié à François Fillon. Eh bien évidemment, mais la politique, elle doit s'extraire, si j'ose dire, de ces petites querelles. Parce que les Français, franchement, ils attendent autre chose de nous. La question qui se pose aujourd'hui à ma famille politique, de la droite et au même au-delà, c'est qu'est-ce qu'on veut incarner comme projet pour les Français? Il y a des réponses en matière d'autorité, de régalien, en matière d'islam, de la laïcité. Mais bien sûr, ce sont des sujets sérieux. Peut-être qu'il y a des réponses dans ce livre. Ben, il y a des réponses dans le tien. J'ai un livre qui a été édité il y a 2 mois, il s'appelle Refondation. Voilà, Passion et Refondation, autant de livres en tous les cas. Avec des propositions, c'est ce qu'attendent de nous, encore une fois, les Français. Merci Bruno Retailleau, merci d'avoir été notre invité ce soir. Et bien sûr, vous restez avec nous. Oui, je retiens simplement, parce que j'ai entendu Guillaume Larrivé, dans une autre interview ailleurs, utiliser exactement la même réponse. Ah, j'ai le même éditeur. Vous êtes tous même réunion de comités éditoriaux. Je dois dire que Guillaume Larrivé a dû publier 1 ou 2 livres, et c'est vrai que Muriel Beyer, les éditions d'Observatoire, sont en train de monopoliser en quelque sorte l'édition politique en France. Mais bien, on va saluer Muriel Beyer. C'est une bonne maison. Non, mais c'est une très bonne maison d'édition. Il faut l'inviter un jour, Muriel. Elle est dans l'ombre. Il faut qu'elle passe de l'ombre à la lumière. Et Sonia qui écrit des livres aussi. Vous êtes chez le même éditeur aussi? Mathieu, je n'osais pas le dire. Non, je vous taquinais. Je vous taquinais sur les éditions de l'Observatoire. D'ailleurs, on reçoit très souvent des auteurs édités à l'Observatoire. Ce qui m'amusait, c'était la pirouette pour sortir de cette question. On ne reparlera pas que de Nicolas Sarkozy dans quelques instants. Vous avez des questions pour Bruno Retailleau? Maintenant, vous appelez le 3921. Je vois que Grégoire, Philippe, David sont déjà en attente. Ils ont des questions à poser au président du groupe des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, qui reste avec nous quelques minutes sur Europe 1. À tout de suite.